Après l'article 10, amendement 30 de Fabrice Brun. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur pour avis, vous êtes médecin, député du côté d'Agen. Vous connaissez donc aussi bien que nous les problèmes de désertification médicale qui touchent nos zones rurales. Je rappellerai d'un chiffre la dernière étude de l'Association des maires ruraux de France qui démontre qu'on a 6 fois plus de difficultés pour consulter un médecin généraliste, soit qu'on habite à la campagne, soit qu'on habite dans une grande ville. Vous savez que la suppression du numerus clausus est loin de tout réglée, parce que d'abord, un horizon de 10 ans, c'est très loin pour l'urgence quotidienne de 6 millions de Français qui vivent dans un désert médical. Et même si nous formons plus de médecins demain, ça reste d'ailleurs à démontrer, parce qu'il faudrait mettre plus d'internes, augmenter fortement le nombre d'internes, ceux dont on doute aujourd'hui, mais même si on formait plus de médecins demain, aucune garantie qu'ils s'installent dans des zones sous-dotées comme l'Ardèche ou le Cantal. Et donc, à partir du moment où il n'y a aujourd'hui pas de consensus autour de l'obligation d'installation des médecins dans les zones sous-dotées, à minima, nous proposons de décourager l'installation des médecins dans les zones surdotées. Et c'est l'objet de cet amendement qui vise à instaurer un mécanisme de conventionnement sélectif. Monsieur le rapporteur. Oui, je serai défavorable à votre amendement, Monsieur Brun, à plusieurs titres. À court terme, je pense que cela sera même contre-productif. Tout d'abord, je vais vous citer le chiffre de mon département, la moitié des médecins ont plus de 60 ans. Donc il va y avoir énormément de médecins qui vont partir à la retraite et nous n'avons pas encore les effets de l'augmentation du nombre de médecins. Donc ils pourront quand même s'installer quand un médecin partira. Deuxième chose, et je crois que c'est important, et même à plus long terme, je crois vraiment que nous avons intérêt à revaloriser très fortement la médecine de proximité, le médecin traitant, qui doit être vraiment le pivot de la médecine. Et qu'il y avait un certain regain depuis quelques années pour la médecine générale, j'ai bien peur que vous dégoûtiez les jeunes médecins de faire ce métier-là. Pourquoi ? Ils peuvent aller n'importe où, il manque de praticiens hospitaliers, il manque de médecins salariés partout, et donc ils peuvent avoir le choix vraiment de faire un autre type d'exercice que celui-là. De plus, nous avons mis aussi en place de fortes incitations, et en tout cas, je ne pense pas qu'une seule mesure résolve ces problèmes-là. Donc c'est vraiment tout un panel de mesures. Et pour terminer, la semaine dernière, le Conseil de l'Ordre des médecins, à son unanimité et de manière transversale avec tous les médecins, c'était l'organisation des représentants de tous les médecins se sont mis d'accord pour définir et pour mettre en place des accès pour les patients qui sont sans médecin traitant, des accès à la médecine. Et ces propositions ont été validées donc, au niveau de l'Ordre des médecins, ont été transmises à des députés. Il y avait une réunion là-dessus. Et je crois que c'est beaucoup plus porteur pour l'avenir que ce que vous proposez là, M. Brun. Donc si vous voulez, je vous ferai passer ces propositions. Pour ma part, moi je reconnais à M. Brun le mérite de chercher des solutions à quelque chose qui, on le sait, est problématique pour les zones rurales et pas que. Nous, en Seine-Saint-Denis, c'est le même problème. Et je préfère très franchement ce genre de dispositif à des dispositifs d'exonération. Je vous en avais parlé. Voilà. Bon, maintenant, il faut expertiser. Moi, je pense aussi que la solution serait très certainement aussi d'envisager des corps de médecins fonctionnaires. Bien évidemment, qui, en échange, par exemple, du fait de voir leurs études payées, devraient ensuite un certain nombre d'années dans les endroits où on les enverrait. Je pense que parce qu'en tout cas, il faut être capable de chercher réellement des solutions concrètes par rapport à un problème qui devient de plus en plus criant et épineux. Monsieur Brun. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais dire qu'il n'y a jamais eu autant de médecins en France et ils n'ont jamais été aussi mal répartis. Et je pense que le gouvernement, comme la majorité, n'a pas pris aujourd'hui la pleine mesure de la désertification médicale qui touche nos zones de montagne, qui touche nos zones rurales, mais aussi, vous avez raison, Monsieur le Président de la Commission, des quartiers prioritaires de la ville, où on constate aujourd'hui une véritable inéquité d'accès aux soins qui est démontrée statistiquement.
Si les incitations marchaient, si la politique incitative fonctionnait, ça se saurait. Et moi, je continuerai en effet à faire des propositions concrètes au-delà de l'incitatif pour répondre à cette question qui est très très souvent dans nos bassins de vie, dans nos circonscriptions, la santé, la préoccupation numéro 1 de nos concitoyens. Allez, comme c'est notre dernier amendement, j'ouvre une petite discussion. Émilie Boniva. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur le mot que vous avez utilisé, Monsieur le rapporteur, dégoûter les médecins. Honnêtement, heureusement qu'on ne s'est pas posé cette question pour les professeurs. Je le dis parce que nous, dans nos zones de montagne, dans nos zones rurales, si nous n'avions pas d'enseignants, évidemment, l'accès à l'éducation ne serait pas le même. Donc là, on est dans une telle situation dramatique en termes de couverture que nous sommes contraints de changer d'outil. L'effet du numerus clausus, nous ne l'aurons pas avant plusieurs années, de très nombreuses années. En plus, sur les territoires, les effets vont être très différents et je crois qu'il ne faut pas exagérer en utilisant comme terme dégoûter les médecins d'aller sur certains territoires. Leurs études, effectivement, sont payées. Ce sont les cotisations sociales qui les payent durant également toute leur carrière. On est dans une situation d'urgence. Les mesures incitatives sont nécessaires, mais ça devient, moi je le pense, ça devient exagéré. On offre quasiment des locaux à des médecins. On est dans une surenchère dans nos territoires ruraux qui mettent des territoires sans moyens en contradiction et en opposition avec des territoires qui en ont davantage. Ça devient vraiment n'importe quoi. Donc je crois que nous allons devoir utiliser des moyens un peu plus contraignants, sans aller jusqu'à l'obligation, mais pour obtenir une répartition qui soit plus raisonnable et qui permette d'avoir une couverture de soins à minima partout sur le territoire national. Damien Maudet. Oui, bien sûr. Il y avait Philippe Brun avant, mais bon. Je ne l'ai pas du tout noté, Philippe Brun, donc il parlera après. Ok. Ah non, vous l'avez Bon. pas. Ah si, Philippe Brun. L'excellent Philippe Brun. Merci. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est Brun qui m'a désorienté, donc j'ai passé la parole deux homonymes. à Fabrice Brun. Et c'était... Il y a deux petits brins dans la commission des finances et deux petits brins qui sont d'accord sur cet amendement qui effectivement est demandé par toutes les femmes et les hommes députés qui vivent dans ces territoires perdus de l'offre médicale et dans lesquels évidemment les gens ont des difficultés terribles pour se soigner. Alors effectivement, on a déjà parlé en commission des finances sur un amendement LR qui proposait, je crois, une défiscalisation. On arrive effectivement au bout des logiques incitatives qui ont une utilité, qui ont une efficacité. Mais on voit bien que même quand on fait le salariat de médecin, comme dans ma circonscription, eh bien, moi j'avais un centre de santé avec 3 médecins salariés. Les 3 médecins salariés sont partis. Donc on voit bien qu'on arrive au bout de cette logique. Et donc il faudra réguler. Alors comment réguler? Il y a effectivement l'option du conventionnement sélectif, ce que nous propose cet amendement. Conventionnement sélectif qui a aussi un risque, et il faut que nous en soyons bien sûr conscients, c'est que si les médecins se déconventionnent, eh bien à la fin nous ayons une hausse effectivement des honoraires pour les patients, et donc ça il faut que nous en soyons conscients. Et puis il y a une option qui serait finalement plus ambitieuse et en même temps plus difficile à négocier avec les médecins, ce serait d'appliquer aux médecins ce que nous appliquons aux infirmières, aux sages-femmes, aux pharmaciens, aux notaires, bref à toutes ces professions réglementées qui sont soumises à une cartographie et qui, je crois, ne sont pas dégoûtés de leur exercice, pour reprendre le mot de monsieur le rapporteur. En tout cas, parce que c'est un amendement qui, finalement, constitue une avancée, une première avancée, nous, les socialistes, et en cohérence avec les travaux de Guillaume Garot, voterons l'amendement de mon collègue Fabrice Brun. Damien Maudet. Alors, dans la même veine que mes deux collègues bruns, bon, il faut quand même se dire une chose, c'est que de toute façon, le conventionnement sélectif, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas ça qui va régler tous les problèmes de désertification médicale, ça c'est évident. En revanche, bon, on pense que c'est un premier pas qui pourrait être de bon sens, de se dire bon, bah, s'il y a des endroits où il y a assez de médecins, on ne conventionne plus de nouveaux médecins. Après, quand même, juste quand je disais que c'était pas l'alpha et l'oméga, c'est parce qu'à mon avis, il y a plusieurs angles à prendre. C'est sûr que de toute façon, on est dans un contexte quand même de pénurie qui est assez généralisé en France. Donc,
limite, c'est presque pas pour tout de suite que ça va régler le problème, mais c'est peut-être dans 10 ans, quand on aura remonté le nombre de médecins et que du coup on partira sur de bonnes bases à se dire qu'on va rééquilibrer le nombre de médecins partout en France, mais bon, ça peut être un premier pas. Ensuite, à mon sens, évidemment, il faut augmenter le... Alors, vous avez supprimé le numerus clausus. En revanche, j'aimerais bien connaître quel a été le budget offert aux universités pour accueillir suffisamment le nombre d'étudiants en plus, parce qu'en vérité, on dit aux universités de choisir... de sélectionner le nombre d'étudiants, mais s'il n'y a pas les capacités en formation, ils n'augmentent pas le nombre d'étudiants. Donc j'ai peur que ça ait été insuffisant. Et enfin, un autre point, mais alors là je suis en désaccord avec mon collègue Brun, le deuxième, Philippe, parce que sur le fait que sur le travail salarié, à mon sens, ça doit être quand même encouragé. Parce que, alors je sais que ça fait perdre des équivalents temps plein, puisque c'est moins d'heures par rapport à ce qu'ils faisaient avant, mais aujourd'hui, quand on voit que des jeunes médecins sont plutôt favorables au travail salarié, alors le travail aussi en groupe dans des maisons de santé qui n'est pas salarié, qui est libéral, mais je pense qu'on doit aussi se poser la question, s'il y a une génération entière ou un certain nombre de cette génération qui se veut vers le travail salarié, à mon avis, ça va être difficile de ne pas leur proposer cette alternative-là, et en plus ça permet aussi à l'État d'organiser pourquoi pas un grand plan sur le travail salarié des médecins pour, dans certaines zones, créer des centres de santé. C'est notamment le cas en Saône-et-Loire. Au début, ils avaient commencé avec 30 médecins, maintenant ils en sont à plus de 60, c'est le cas dans le Cantal, c'est le cas en Corrèze. Pareil, c'est pas parfait. Mais je pense qu'il faut, à mon avis, explorer toutes les situations parce que de toute façon, on ne va pas régler le problème aussi rapidement. Mais donc, avis favorable, justement, même pour notre groupe. Chers collègues, ça fait des années qu'on tourne autour de cette question. Bien. Le conventionnement sélectif, on en a parlé X fois. Alors, quels sont les effets pervers ? Les gens s'installent en bordure de la zone dite déficitaire et ils desservent la zone excédentaire. Bon, les gens, ils s'adaptent aux règles. Il y a une règle qui devrait être votée, c'est que les médecins qui prolongent leur activité après avoir pris leur retraite, ils payent des cotisations sociales retraite, alors que ça ne leur crée aucun droit. Et nos collègues de la Commission des affaires sociales ont voté ce dispositif que je trouve intelligent. Moi, j'ai des médecins qui commencent à prendre de l'âge, qui me disent que c'est vraiment pas intéressant de travailler après notre départ à la retraite, puisqu'on paye des cotisations, c'est pas normal. Enfin, vous voyez, bon, c'est une petite mesure. La mesure sur la 4e année pour les médecins généralistes, c'est peut-être aussi un aménagement. Mais comme le disait notre collègue, la suppression du numerus clausus, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'augmenter les capacités de formation de médecins, puisqu'on répartit la pénurie. Donc, on ne peut trouver que des palliatifs pour le moment, et pas de solution de fond. La solution de fond, c'est d'augmenter l'offre, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de médecins. Mais ça prendra 10 ans. Et pour ça, il faudrait augmenter les moyens de formation des universités de médecine. Sinon, on n'en sortira pas. Madame, excusez-moi Nadia, je suis désolé. Oui, merci Monsieur le Président. Le groupe Renaissance ne peut évidemment pas rester indifférent à la discussion qui vient de s'ouvrir. Je crois très sincèrement que la désertification médicale touche l'ensemble de nos territoires et il ne saurait aujourd'hui être question d'opposer les territoires ruraux et les villes et les territoires urbains, et notamment évidemment les quartiers politiques de la ville, mais pas que. Paris, dans certains arrondissements, alors je ne suis pas députée de Paris, je tiens à le rappeler, mais dans certains arrondissements de Paris, il n'y a pas de médecins. Donc c'est une évidemment question qui concerne l'ensemble de nos territoires. La majorité n'a pas évidemment n'est pas restée inactive sur le sujet. Il a été question du numerus clausus, mais je tiens juste à le rappeler qu'il a été déverrouillé ou sauté, selon l'expression qu'on utilise, mais qui a produit des résultats. Nous sommes passés à 4 500 entrants sur 5 ans à 8 500. Alors évidemment, on peut encore faire davantage en matière de formation, mais je pense que les résultats sont notables. Mais évidemment, vous le savez pertinemment qu'il faut du temps pour former nos médecins, et donc il faut du temps pour qu'ils arrivent dans nos territoires. En dehors des actions que peuvent être menées par le gouvernement, il y a aussi des actions qui sont menées par les collectivités. Je tiens vraiment à saluer l'initiative du président de Saône-et-Loire, qui lui-même a pris cet engagement d'engager des médecins, de les salarier pour lutter contre la désertification médicale. Je crois qu'il faut saluer aussi les initiatives qui sont prises par des élus de terrain. Et enfin, je voudrais juste aussi rappeler que nous avons développé la télémédecine, et que là aussi les collectivités s'engagent dans le cadre des maisons France Service d'y installer des cabines de télémédecine qui permettent de prendre en charge des demandes qui ne nécessitent pas forcément
forcément de voir un médecin. Évidemment que nous sommes à vos côtés sur cette lutte contre la désertification médicale. Continuons à travailler sur les incitations. Je tiens aussi à rappeler qu'il y a la fin des dispositifs fiscaux en 2023, qui sont les ZFU et les ZRR. Travaillons dans ce sens pour améliorer ce sujet dans nos territoires. Monsieur Tanguy. Oui, merci Monsieur le Président. Non, mais je trouve que le débat ouvert par notre collègue Brun est très intéressant. Je suis aussi très sensible à ce qu'a dit Madame Bonnivard. Moi aussi, je dois dire que je suis assez choqué par le fait que les collectivités, c'est pas leur faute, font effectivement une surenchère qui fait que des personnes qui ont quand même bénéficié d'études gratuites et quand même de tous les avantages de la République soient encore privilégiés. Bon, c'est quand même un vrai problème et une vraie mise en compétition de territoires qui sont tous en difficulté. Donc moi, je constate que là, il y a une vraie volonté de travail en commun de toutes les forces politiques. Donc est-ce que là, c'est pas l'occasion de se réunir et d'arriver tous ensemble à des solutions concrètes, une fois plus, que chacun prenne ses responsabilités. Peut-être qu'on pourrait porter collectivement des solutions qui font l'objet d'un vrai consensus, ce qui permettra d'éviter de faire de la politique politicienne sur un sujet aussi grave et d'arriver devant les Français avec des solutions qui sont efficaces et qui pourront donc être adoptées par nous tous. Merci. Madame Arrigui, et on arrête là. Oui, c'était juste pour indiquer que nous approuverons cet amendement. Je vous donne juste un exemple qui date de la semaine dernière dans ma circonscription, concernant une pharmacie qui était installée dans un quartier populaire et qui demandait à quitter ce quartier populaire pour rejoindre un grand centre commercial. Et j'ai appuyé le maire de cette ville pour m'opposer effectivement à ce déménagement dans le cadre de la commission au niveau de la préfecture, ce qui aurait créé un désert médical. Il n'y avait plus de médecins et il n'y aurait plus eu de pharmacie. Et donc cet amendement qui conduit effectivement à permettre à la fois dans des zones urbaines comme dans des zones rurales conditionner les installations d'un médecin à la présence d'autres médecins ou à son départ me paraît tout à fait dans le même esprit que ce qui existe dans d'autres professions médicales et qui jusqu'à présent, que je sache, ne sont pas remises en cause et que nous trouvons parfaitement normales. Allez, le mot de la fin, monsieur le rapporteur, et on passe au vote. Oui, merci Monsieur le Président. Juste quelques mots pour dire que ce débat a été intéressant, mais que je voudrais préciser ma position. Je suis contre ce référencement pour le moment, parce que la situation est telle que ça serait contre-productif. Quand on réglemente les différentes professions, et en particulier infirmières ou autres, il n'y avait pas le manque qu'il y avait actuellement en tant que médecin. Et je maintiens le mot que j'ai dit tout à l'heure, Madame Bonnivard est partie, mais parce que moi j'ai vécu personnellement le fait de la baisse vraiment d'attractivité de la médecine générale. Alors que quand je me suis installé, on était considéré à peu près au même niveau que des spécialistes, il n'y avait pas de décrochement. Dans les années qui ont suivi, il y a eu un décrochement très fort et un désintérêt pour la médecine générale. Donc attention aux mesures que l'on va prendre et qui risquent d'avoir d'autres types d'effets de bord en plus. Il faut savoir que tout d'abord les médecins ont accepté de se conventionner en contrepartie de la liberté d'installation. Donc ça remet en cause toutes les négociations, mais on peut le faire, hein, mais en tout cas pour le moment ça me paraît un petit peu prématuré de le faire de cette manière-là, sans discussion avec les différentes associations de médecins. Et deuxième chose, il y a un tel manque localement, et à Agen, moi j'en suis aussi témoin, que des médecins peuvent s'installer non conventionnés, travailler 2 fois moins et gagner autant d'argent. Okay. Il y aura donc en plus des effets sur l'égalité de l'accès à la médecine que nous n'aurons plus reporté sur tous les territoires comme nous l'avons actuellement. Allez, on passe au vote. Qui est pour l'amendement 30 ? Qui est contre ? Il est adopté. On passe à une série.